Hello, je suis contente de vous retrouver pour le bilan lecture du mois de septembre. Alors c'est un peu moins gros que pour le mois d'août, mais je suis quand même fière de moi parce que j'ai réussi à lire 6 livres malgré la rentrée qui était costaud, vous voyez. Donc c'est parti, et c'est surtout que pour une fois, c'est pas la première fois mais c'est très rare, donc faut le souligner, j'ai un petit abandon. Donc vous allez voir lequel c'est, mais ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Donc c'est parti. Alors déjà en premier, au mois de septembre j'ai lu The Prison Healer de Lynette Noni, donc chez les éditions Hachette Roman. C'est un roman qui avait été conseillé par Sarah J. Maas, ce qui n'est pas très surprenant parce que je crois que c'est sa meilleure pote. Donc c'est plus facile. Ça le mérite carrément parce que j'ai absolument adoré. Donc on est dans un monde en fait où, qui est dirigé par une famille royale. Dans ce monde, la magie existe et en fait elle tourne autour des 4 éléments. Et dans ce même monde, il y a une prison où soi-disant les plus dangereux de ce royaume sont envoyés. Non, nous on va suivre le personnage de Kiva qui a été envoyé dans cette prison à l'âge de 6-7 ans. Donc là vous vous dites déjà, les prisonniers les plus dangereux. Sauf qu'en fait dans ce royaume, il y a les pro-famille royale et les rebelles, donc qui veulent absolument enlever le pouvoir à cette famille. Et nous, Kiva, elle a été mise en prison à l'âge de 6 ans avec son père suite à une situation, parce que soi-disant son père avait parlé à des rebelles et qu'il avait été pris en faute. Et du coup ils les ont envoyés à la prison comme ça, sauf que la prison ne te ressort pas. Voilà. Du coup, nous on va la suivre 10 ans après, c'est devenu la guérisseuse de la prison. Sauf que donc depuis 10 ans en fait elle attend un retour de sa famille parce qu'elle veut absolument, parce que il lui avait promis qu'il la sortirait de là. En fait ils font des échanges épistolaires on va dire, et ils ont créé une sorte de code pour pouvoir échanger sans que personne puisse le remarquer. Et un jour elle va recevoir, en fait il va y avoir la venue de la reine rebelle que tout le monde cherchait bien sûr, dans la prison, dans un sale état, mais vraiment un sale état, hein. Elle est dans le coma, elle est à ça de la mort, enfin c'est horrible. Et elle va recevoir également un message de sa famille qui lui dit « Ne la laisse pas mourir, nous arrivons ». Du coup, elle, ce qu'elle va faire, en fait parce que le jour où la reine rebelle va arriver, elle va être condamnée à passer les 4 épreuves. Les 4 épreuves, en gros, ce sont des épreuves que personne n'a jamais réussi, c'est si tu les réussis, t'as la vie sauve et t'es libérée. Sauf que bien sûr, si la reine rebelle a ça, c'est qu'ils savent qu'elle n'y arrivera jamais, surtout dans l'état dans lequel elle est. Elle peut à peine marcher, elle peut rien faire en fait, elle peut même pas parler, elle peut même pas ouvrir la bouche, c'est n'importe quoi. Du coup, Kiva, elle va vouloir prendre sa place pour la sauver, et elle va passer ses épreuves. Je vous en dis pas plus, j'ai absolument adoré. Les épreuves, ceux qui ont créé ces épreuves sont complètement starbés, tu te dis mais comment tu peux avoir des idées pareilles ? Mais c'est addictif au possible, tu veux tout le temps savoir ce qui va se passer ensuite, t'as des retournements de situation, l'autrice elle te retourne le cerveau, c'est un truc de dingue. Et il y a la fin, je ne l'avais pas vu venir, c'était incroyable, je vous le conseille grandement, surtout j'avais entendu parler mais c'était dommage, je l'avais vu sur la chaîne de Lauralie de Val et elle l'avait conseillé pour les fans de Sarah J. Maas et je suis tout à fait d'accord, sachant qu'en plus il y a une petite romance mais qui est très en fond de l'intrigue et moi ça me plaît encore plus quand c'est comme ça. Donc bref, j'ai très hâte de découvrir le tome 2 parce que vraiment c'était une super découverte. Ensuite passons à l'abandon, je m'y attendais pas du tout, je suis un peu triste. Donc c'est les carnets de l'apothicaire de Natsu Gyuga et les illustrations de Tsuko Shino. Donc je vous l'avais montré, vous savez, en fait il est illustré tout du long. Je pense que c'est les illustrations qu'il y a dans le manga. Je suis pas sûre, hein, je dis ça comme ça, mais j'ai jamais lu les mangas donc voilà. C'était la LC qu'on avait décidé de reprendre avec les Rémoises parce qu'on s'était dit que ça faisait longtemps et qu'on voulait tous le découvrir. Donc chez les éditions Lumen. Et quelle déception, En fait déjà, un truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est que chaque chapitre est une petite histoire. Donc en fait à la fin de chaque chapitre, l'intrigue est bouclée de ce qui se passe dans le chapitre. Et ça m'a perturbée. Alors oui, il y a un petit fil conducteur,
mais c'est quand même rempli de petites histoires, et comme dans un manga en fait par exemple. Et je m'attendais pas du tout à ça, vraiment pas. Également pour vous en dire un peu plus, en fait on va suivre Mao Mao qui a 17 ans et qui vivait chez son père qui travaillait en tant qu'apothicaire, donc elle le suivait dans tout ce qu'il faisait, il lui apprenait tout. Et du jour au lendemain elle s'est fait enlever pour servir pour devenir servante dans le palais impérial, donc au service de l'empereur et d'une de ses favorites. Du coup, au départ, elle va se faire sa place petit à petit, et finalement, en fait, comme il se rend compte qu'elle a plein de savoir en ce qui concerne les poisons, etc., les remèdes et tout, et donc en fait, elle va devenir la goûteuse principale d'une des favorites, donc il y en a deux. Et donc on va se rendre compte qu'en fait dans la cour il se passe plein de choses, il y a plein d'intrigues, il y a plein de trucs politiques, il y a plein de complots, il y a plein de choses étranges qui se passent, et à chaque chapitre Mao Mao en fait elle va résoudre toutes ces enquêtes. Voilà comment ça se passe. Sauf que j'ai pas du tout apprécié le comportement de Mao Mao la plupart du temps, je la trouvais méchante, mesquine, mais vraiment, mesquine, pardon, pas mesquine, c'est pas pareil, mesquine, mais vraiment, enfin, même avec les autres servantes, elle les traitait d'une manière, je me disais, mais c'est pas possible de faire des trucs pareils, et j'étais tellement déçue parce qu'on m'avait si bien vendu les mangas, mais après je sais que les filles qui ont elles lu le manga ont pas du tout adhéré non plus à son comportement. Je sais pas ce qui s'est passé entre le roman et le manga, parce que les romans étaient écrits avant, mais ça m'a pas plu du tout, et au bout de, je sais pas, j'ai quand même, je crois, 400 pages, un truc comme ça, j'en pouvais plus, donc j'ai décidé d'arrêter, c'était mieux comme ça. Mais vraiment, c'est dommage parce que j'aurais bien lu les mangas, peut-être que j'aurais dû les lire avant, je sais pas. Après, vous verrez sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont beaucoup aimé. J'ai pas vu de coup de cœur, mais il y en a qui ont beaucoup aimé. Tant pis, on peut pas tout aimer, donc c'est tout. Ensuite, on reste dans la fantasy young adulte jeunesse. Je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Donc j'ai lu Le parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy, donc aux éditions Gulfstream. Vous l'avez vu dans mon dernier book haul. Que j'ai bien aimé, mais je m'attendais à beaucoup plus. Je vais vous dire déjà de quoi ça parle. En fait, il y a eu un événement, donc c'est la Magnus Mar, qui est une montée des eaux dévastatrice et qui a détruit un peu le monde qu'on connaît habituellement. Et en fait, à cause de ces montées des eaux, il n'y a eu que quelques survivants qui sont sur des îles l'une à côté de l'autre, qui ont créé une sorte d'archipel. Et cet archipel est... en fait, il y a un impérateur et une impératrice, encore une fois dans celui-ci. Et en fait, pour un peu remonter le moral de l'impératrice, l'empereur va créer un concours pour créer le meilleur parfum qu'il offrira ensuite à l'impératrice. Du coup, il y a les meilleurs parfumeurs du royaume, les meilleures maisons de thé qui vont vouloir y participer. Et nous, on va suivre le personnage de Nimue qui va vouloir prendre part à ce concours, qui fait partie de la maison de thé, d'une maison de thé, je sais plus exactement ce qu'elle fait comme métier, mais qui veut absolument prendre part à ce concours et qui va demander à une de ses connaissances de l'aider. Sauf que celle-ci n'accepte pas, tout simplement. Et en fait, il y a un des parfumeurs les plus connus de l'île qui va vouloir faire affaire avec elle et qui va lui proposer de sortir de l'archipel pour aller chercher un ingrédient particulier qui pourra rentrer dans la création de son parfum. Sauf que, sinon ce serait facile, depuis que cet archipel a été créé, il y a interdiction de sortir de cet archipel, mais vraiment sous peine de se faire emprisonner à vie ou ce genre de choses. Et ils vont quand même prendre le risque de le faire. Et ils vont partir dans une expédition avec une autre personne donc, qui s'appelle Tidorel, donc qui est affichiste. On va dire qu'à notre époque, c'est un peu ceux qui s'occupent de la com, vous voyez. Et ils vont partir dans toute une expédition. Voilà, pour partir à la recherche de cet ingrédient. Alors, pour vous dire, en fait, j'ai été déçue parce que... un peu déçue, on va dire. Parce que pour moi, c'est une grosse introduction, ce premier tome.
et qu'on n'avance pas tellement. En fait, ce qu'on nous a promis, on l'a pas tant que ça parce qu'on nous a promis d'aller au dehors de l'archipel et de découvrir cet ingrédient. Mais en fait, on n'est pas allé en dehors de cet archipel. Il y a eu des choses qui ont fait qu'ils n'ont pas pu. Donc il se passe d'autres choses. Mais moi, la promesse qu'on m'avait donnée, je trouve qu'elle n'était pas là en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Parce que aussi bien on découvre les autres îles de l'archipel, on reste pas sur l'île principale. Mais j'aurais bien aimé découvrir le reste du monde, sachant qu'on me dit que ce sont les seuls survivants. Mais à côté de ça, il y a des gens de pirates qui disent que non, c'est pas vrai, qu'il y a des gens qui ont survécu à l'extérieur. Donc moi j'aurais bien voulu en fait découvrir tout ça, et je trouve que c'est dommage que qu'on l'ait pas eu. Après, ce que j'aime dans ce premier tome, c'est tout le lexique qui tourne autour de l'odorat, donc par rapport au thé, au parfum, aux senteurs, etc. Et ça par contre j'ai trouvé ça très très chouette parce que ça nous emporte d'une autre façon qu'avec Louis, qu'avec le goût, etc. qu'on peut voir dans certains autres romans. Donc voilà, on va dire que c'était une bonne entrée dans l'univers, mais que j'en attendais plus. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 2. Ensuite, j'ai lu au mois de septembre le tome 2 de la saga Dynastie de l'île aux Diamants Roses, donc toujours aux éditions J'ai lu. Je vais pas vous refaire le résumé du tome 1, si vous voulez, je vous mets un petit i pour que vous alliez voir le résumé parce qu'il était assez gros comme ça. Alors ici, dans le tome 2, on est sur une autre enquête que dans le tome 1, mais du coup, on est encore plus dans les complots politiques, dans les complots entre les familles surtout, entre les différentes familles, et c'est encore plus violent. C'est plus violent. D'ailleurs, je me demande, c'est de l'urban fantasy, mais je me demande si c'est pas de l'adulte plutôt que du young adulte. Il faudrait que je me renseigne, je sais plus. Mais on découvre également plus la famille de Nevada, qui cache des choses, qui nous cache des choses. Moi, je veux savoir ce qui se passe dans cette famille. Parce que finalement, il n'y a peut-être pas que Nevada qui cache des pouvoirs particuliers. J'en dirai pas plus, parce que de toute façon, je n'en sais pas plus. Mais j'ai très très hâte de me lancer dans ce tome 3. Vraiment, cette saga, c'est une trop bonne découverte. Je m'attendais pas à accrocher autant. Je suis trop contente qu'il me reste encore 2 tomes. Parce que, mais encore, je sais pas fini parce que j'ai reçu le tome 4 au mois de septembre là, mais je sais qu'il y a d'autres qui arrivent. Donc voilà, je suis trop contente et encore une fois, je vous la conseille x 1000. Et enfin, on finit avec 2 livres de fantasy adulte. Alors, on commence avec une suite. J'ai lu le tome 2 des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, donc le retour du Hiérophante chez Albert Michel Imaginaire. Alors j'avais lu le tome 1 l'année dernière et je sais pas pourquoi je n'arrivais pas à sortir ce tome 2 parce que c'est compliqué quand même comme univers et j'avoue que ça me faisait un peu peur, il fait 600 pages. Mais finalement je l'ai sorti en LC avec Julie, donc c'est une bonne solution quand vous n'arrivez pas à sortir un livre. Faites-le en LC, comme ça vous vous motivez toutes les deux. Et qu'est-ce qu'on a bien fait! J'ai encore plus aimé ce tome 2 au tome 1 parce que c'était absolument dingue et il se passait tout le temps quelque chose. C'est compliqué de vous résumer, de résumer quelque chose dans cet univers parce qu'en fait on est dans une sorte de cité qui est régie par des maisons marchandes. Donc il y a 4 grosses maisons marchandes, donc c'est des grosses familles en fait qui ont le pouvoir de l'enluminure. Donc l'enluminure c'est de graver des sortes de symboles sur des objets pour leur donner des pouvoirs particuliers. Donc c'est très technique hein, comme manière de faire parce que c'est avec des sortes d'équations, des trucs mathématiques et tout. Enfin, voilà, je ne m'y risquerai pas personnellement. Mais du coup ça donne du pouvoir à ces maisons comparé aux personnes un peu lambda. Et à côté de ça, nous on va suivre, je sais pas si Sansia qui de base, en fait elle était dans des campos, dans des campos c'est là où il y a des esclaves qui cultivent certaines choses pour les maisons marchandes. Horrible. Elle s'est évadée, je sais plus comment ça s'est passé, et en fait elle a trouvé un artefact, volé un artefact qui est une clé. Donc elle tombe sur une clé, et cette clé peut lui parler, et a le pouvoir de faire certaines choses immenses, dont le pouvoir d'ouvrir toutes les portes.
Bon ça c'est plutôt basique. Mais bref, il se passe encore des choses encore plus dingues et en fait de base ce pouvoir vient des hiérophantes. Donc c'est un peu comme si c'était des dieux qui avaient inventé une magie. Donc ce sont les hiérophantes qui ont inventé l'enluminure. Et dans le tome 1 il va se passer plein de choses. Et dans le tome 2 il y a le retour du premier hiérophante. Et je vous dis pas la merde que ça annonce dans toute l'organisation des maisons marchandes. C'est un délire. Parce qu'en fait lui il a le pouvoir de tout détruire, hein. D'un claquement de doigts, clairement il a le pouvoir de tout faire, et de changer la réalité, etc. Donc, bref, je les aime encore plus, j'aime encore plus les personnages dans ce tome 2, c'était absolument génialissime. Tu t'attaches encore plus à eux. Ils sont encore plus soudés, ils font tout l'un pour l'autre, ils font tout pour les autres aussi, ce qui change du premier tome. Il y a une évolution dingue dans tous les personnages, je vous le dis. Et on ne s'ennuie jamais. Il y a rebondissement sur rebondissement, il y a des péripéties, il y a des choses que tu ne vois arriver qui sortent de nulle part. Et c'est pas mal sanglant, hein. Parfois c'est pas mal violent, je le préviens. Bref, c'est une trilogie, le tome 3, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Il est déjà sorti en VO, je crois pas qu'il soit sorti en VF, hein. Non, j'aurais vu passer. Donc j'ai très hâte de voir comment va se finir cette trilogie. Et enfin, dans la fantasy adulte, j'ai découvert une pavasse que je vous avais montré il y a pas si longtemps dans un book haul. Malice de John Gwynne, donc chez les éditions Léa. Et mesdames et messieurs, c'était ma meilleure lecture du mois de septembre. C'était incroyable. Je trouve que ça a une petite vibe de l'Assassin Royal, pour quelque chose en particulier, je vous en parlerai après. Mais pour vous dire un peu le résumé, alors en fait il y a très longtemps de cela, les humains sont arrivés sur les terres bannies, donc ce qu'ils appellent les terres bannies. Il y a eu une guerre en fait avec les géants qui étaient également sur ces territoires. Les humains ont remporté cette guerre, donc en fait la plupart des géants ont été disséminés. Bref, sont morts quoi. Il en reste très peu, donc ils ne peuvent même pas essayer de se rebeller parce qu'ils savent qu'ils perdront quoi qu'il arrive. Du coup, en fait, c'était une guerre qui affrontait deux dieux. Donc deux dieux qui ne pouvaient pas se piffrer. Donc le dieu Asros, donc le dieu de l'ombre, et le dieu Hélion, donc plutôt celui de la lumière. Donc en fait, c'était un combat entre l'ombre et la lumière. Ça a tout bouleversé, etc. Et bref. Quand les humains ont repris le contrôle de tout ça, il y a eu des royaumes qui ont été créés un peu partout. Nous, du coup, on suit plusieurs protagonistes, beaucoup de monde. Hein. Mais plus particulièrement, on va suivre Corban, qui est fils de forgeron et qui est dans un des royaumes. Et en fait, on va suivre depuis qu'il a, je sais plus, 13-14 ans, je sais plus exactement. On va suivre son apprentissage parce qu'il en a marre d'avoir peur de tout et en fait, il veut devenir un guerrier. Et il va être pris sous le coup d'un des... Comment ça s'appelle? Quelqu'un qui s'occupe des chevaux. Je sais plus. Bref, il va être aidé par quelqu'un dans son entraînement et grâce à ça, il va réussir à manier l'épée, etc. Donc on va le suivre un peu dans son entraînement et dans sa vie de tous les jours. Et ce fameux Corban va créer un lien hyper particulier avec une créature dont tout le monde a peur en vrai. Je vous dirai pas ce que c'est parce que je trouve que c'est encore mieux de le découvrir au fur et à mesure. Mais cette relation, ça m'a tellement touchée, mais je vous jure, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est pour ça que ça me rappelle encore plus l'Assassin Royal. Parce que ça m'a trop touchée, franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux de certaines scènes, j'ai trouvé ça tellement beau. Bref, voilà de ce côté-ci. Et de l'autre côté, on va suivre plutôt, je sais plus comment il s'appelle, Véradis en fait qui a été envoyé par son père dans un autre royaume et en fait c'est le royaume où il y a le roi qui contrôle un peu tout le monde et en fait il va être envoyé pour servir le prince dans son armée et donc il va se passer plein de choses et en fait il y a une prophétie qui a été dite que plus tard donc il y aura l'obscurité et la lumière qui vont de nouveau s'affronter et en fait ils vont avoir tous deux champions, donc le champion d'Asros sera le soleil noir
Et le champion de Hélion sera l'étoile vive. Et du coup tu te fais plein de théories dans ta tête. Tu te demandes si tel personnage c'est celui-ci, si tel autre personnage c'est l'autre. Et en fait t'as plein de théories tout le temps. Et des fois l'auteur il te détruit tout ce que t'as fait, clairement. C'est un auteur qui n'a pas peur non plus de tuer les gens. Donc ça c'est comme un peu... J'ai jamais vu mais je sais que Game of Thrones de J.R.R. Martin là il fait souvent ça. Ça fait un peu mal au cœur mais bon. Bref, j'ai adoré. Alors par contre je vous le conseille pas forcément si vous n'aimez pas les romans chorales parce que c'est un peu le fil conducteur de tout ça. J'ai jamais vu autant de points de vue. Mais clairement dans un roman de fantasy. Déjà que le préquel du livre des martyrs c'était vraiment pas mal en termes de nombre de points de vue. Mais alors ici, j'ai jamais vu ça. Surtout que les noms sont compliqués, se ressemblent etc. Donc j'avoue que c'est pas toujours facile. Mais vraiment je vous le conseille fois 1000, foncez, découvrez cette pépite, les retours c'est pas pour rien en fait les retours aussi positifs que j'ai vu passer et ça le mérite tellement. Surtout que j'ai vu qu'en VO les tomes suivants étaient déjà sortis et ça, les notes qui étaient déjà pas mal le tome 1 montent petit à petit. Je trouve ça trop bien, j'ai trop hâte de lire le tome 2, je sais pas pourquoi il est prévu mais j'ai tellement hâte. Voilà! On a fini pour le bilan du mois de septembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu, s'il y en a qui vous tentent, quel a été votre livre préféré du mois de septembre. Bah, comme je vous le disais, c'est petite pépite. En emoji, on va mettre un emoji épée ou un emoji loup. Voilà, c'est vous qui choisissez. Voilà, je suis contente que vous soyez de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'espère que le contenu vous plaît toujours autant. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.